Bienvenue dans un monde de silence, de symboles et de serments. Ce soir, je vous invite à un voyage apaisant au cœur de l'un des groupes les plus mystérieux de l'histoire, la franc-maçonnerie. Qui sont vraiment les francs-maçons? Que se cache-t-il derrière leurs rituels, leurs temples et leurs grades secrets? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. La vérité s'ouvre doucement à vous, entre histoire, symbolisme et philosophie. Ferme les yeux un instant. Imagine une pièce silencieuse. Les murs sont recouverts de bois sombre, vieillis par le temps. De lourdes tentures bleues bordent les fenêtres, filtrant une lumière douce, presque irréelle. Au centre, un pavé mosaïque noir et blanc s'étend à tes pieds, comme un échiquier ancien. Quelques bougies crépitent, projetant des ombres dansantes sur les murs. Un parfum d'encens flotte dans l'air, mêlé à celui du cuir, du papier ancien, du silence. Tu viens d'entrer dans l'univers secret de la franc-maçonnerie. Mais que sont donc ces hommes et ces femmes, parfois appelés frères et sœurs, qui se réunissent dans le calme de loges discrètes, à l'abri des regards? Pourquoi tant de mystères, tant de rumeurs, tant de fascination autour de ce mot? Franc-maçon? Ce soir, sans hâte, nous allons découvrir tout cela ensemble. Une société discrète, pas secrète. La franc-maçonnerie est souvent qualifiée de société secrète. Mais en vérité, elle est surtout discrète. Ses temples sont parfois visibles dans nos villes. Ses symboles sont présents sur des monuments, des billets de banque, des armoiries. Et pourtant, elle reste entourée de silence. Ce silence n'est pas celui du mensonge. C'est celui de la réflexion, de la transmission, de l'initiation. La franc-maçonnerie n'est ni une religion, ni un parti politique, ni une secte. C'est avant tout une fraternité, une communauté philosophique et symbolique. Un lieu où l'on cherche à s'améliorer soi-même pour mieux comprendre le monde. Une école de pensée, mais aussi de ressenti. Le nom, une origine symbolique. Le mot « franc-maçon » vient du vieux français franc-maçon, qui signifie littéralement maçon libre. À l'origine, cela désignait des artisans spécialisés dans la taille de la pierre, notamment pour les cathédrales et les bâtiments sacrés. Ils voyageaient, étaient libres de leurs mouvements, et possédaient des savoirs particuliers. Avec le temps, ce métier s'est transformé en une métaphore. Tailler la pierre brute, c'est travailler sur soi, sur ses défauts, ses peurs, ses doutes, pour en faire quelque chose de plus noble, plus droit, plus éclairé. Chaque franc-maçon est donc, symboliquement, un ouvrier qui façonne son propre temple intérieur. La pierre brute, un symbole fondateur. Dans la loge, un nouvel initié est appelé une pierre brute. C'est un être humain, encore imparfait, mais prêt à apprendre, à se corriger, à se polir. Grâce à l'aide de ses frères, il va peu à peu devenir une pierre taillée, apte à s'insérer dans l'édifice symbolique du temple de l'humanité. Ce n'est pas une transformation magique. C'est un chemin de conscience, fait de lecture, de rituels, de rencontres, de silence. La franc-maçonnerie ne promet pas la vérité. Elle propose une méthode pour la chercher. 3 grands principes. Le cœur de la franc-maçonnerie repose sur 3 valeurs fondatrices. Liberté. La liberté de penser, de croire ou de ne pas croire, de chercher, de douter, de s'exprimer. Chaque membre est libre dans sa foi, dans sa politique, dans sa philosophie. Égalité. Dans la loge, les titres sociaux s'effacent. Un ouvrier et un professeur s'assoient côte à côte, comme des frères. Tous sont égaux dans la quête de la lumière. Fraternité. Un lien symbolique unit les membres. Il ne s'agit pas d'amitié, mais d'un engagement moral profond. Le devoir d'entraide, de respect, de discrétion. Ces valeurs ne sont pas des slogans. Elles sont vécues, expérimentées, répétées au fil des réunions appelées tenues, au sein des loges maçonniques. Qu'est-ce qu'une loge? Une loge maçonnique n'est pas un simple lieu physique. C'est aussi une communauté d'esprit, un petit monde symbolique où le temps s'arrête. Les loges sont rattachées à des obédiences, de grandes structures nationales ou internationales. Mais chacune est libre dans ses travaux, dans son atmosphère. On y entre par un long processus d'initiation. Et tout commence souvent par une porte fermée. Le secret de la porte fermée. Pour devenir franc-maçon, il faut frapper à la porte du temple. Mais attention, cette porte n'est pas visible dans la rue. Ce n'est pas une porte en bois ou en métal. C'est une porte intérieure. Celle que l'on franchit lorsqu'on se pose des questions. Lorsque l'on cherche du sens. Lorsque le monde semble bruyant, confus, et que l'on aspire à un endroit calme où l'on peut réfléchir, construire, s'élever. Celui qui frappe à cette porte ne sait pas exactement ce qu'il va trouver. Mais il presque quelque chose l'appelle, un écho ancien, un symbole qui l'interpelle. Et parfois, la porte s'ouvre. Un voyage initiatique.
L'entrée en franc-maçonnerie est un voyage. Pas une adhésion administrative, mais un passage. On ne devient pas franc-maçon par un simple formulaire. On est initié. Cela signifie que l'on vit une expérience symbolique, souvent les yeux bandés, dans le silence, entouré de frères qui récitent des textes, posent des questions, guident le néophyte dans les ténèbres, vers une première lumière. Ce voyage est ancien, codifié, mais il reste vivant. Chaque initiation est unique, parce qu'elle touche quelque chose de très intime, le désir de mieux se connaître. Une lumière douce. Lorsqu'on parle de lumière en franc-maçonnerie, il ne s'agit pas de lampe ou de chandelle. Il s'agit d'une lumière intérieure. Celle de la compréhension, du discernement, de la sagesse. Celle que l'on cherche lorsque le monde semble sombre. Celle qui ne s'impose pas, mais qui se découvre, peu à peu, par le travail, l'écoute, l'étude. Dans la loge, cette lumière symbolique est évoquée à chaque début de tenue. Les trois grandes lumières, le compas, l'équerre et le volume de la loi sacrée, sont allumées. Et avec elles, c'est toute une ambiance de calme et de réflexion qui s'installe. Ce que la franc-maçonnerie n'est pas. Avant d'aller plus loin, il est important de dissiper quelques confusions. La franc-maçonnerie n'est pas une secte. Elle ne demande pas d'obéir à un gourou, ni d'abandonner sa liberté. Elle n'est pas une religion. Certains membres sont croyants, d'autres non. Elle n'est pas un complot mondial, comme certains fantasmes l'imaginent. Elle est diverse, parfois désorganisée, et très humaine. C'est un lieu de réflexion libre, qui dérange parfois, parce qu'il invite à penser par soi-même. Une promesse de silence et d'éveil. Ce que l'on promet quand on entre en franc-maçonnerie, ce n'est pas une richesse matérielle, ni une puissance politique. On promet d'écouter, de travailler sur soi-même, de garder le secret, non par goût du mystère, mais pour protéger ce qui est précieux, l'intime, le symbolique, le sacré. Le silence maçonnique n'est pas une dissimulation. C'est une forme de respect, de recueillement. C'est dans ce silence que naissent les plus grandes idées, les plus grandes transformations. À suivre. Et maintenant que la lumière a commencé à poindre, que dirais-tu de revenir un peu plus loin dans le temps? Là où tout a commencé. Dans la poussière des chantiers anciens, entre pierre, ciel et légende. Nous explorerons, dans la prochaine partie, les origines mystérieuses et médiévales de la franc-maçonnerie. Le feu crépite doucement dans une cheminée ancienne. Et si nous retournions en arrière, bien plus loin que les loges modernes, bien plus loin que les temples symboliques, ferme les yeux à nouveau. Laisse les siècles défiler lentement, comme les pages d'un livre. Tu vas sentir l'odeur de la pierre fraîchement taillée, entendre les échos d'un ciseau frappant la matière, et percevoir, dans l'air, les murmures des bâtisseurs. Le chantier sacré, le berceau des maçons opératifs. Bien avant qu'ils ne deviennent spéculatifs, c'est-à-dire philosophes, les francs-maçons étaient d'abord des artisans, des constructeurs, des maçons opératifs. Leur monde était celui des chantiers de cathédrales, d'abbayes, de forteresses. On les appelait les compagnons du devoir, ou maîtres tailleurs de pierre. Ils travaillaient la matière brute, avec force, patience, et surtout un savoir transmis oralement, de maître à apprenti. Ils utilisaient déjà des symboles, l'équerre, pour mesurer avec droiture, le compas, pour tracer des cercles parfaits, le fil à plomb, pour viser la verticalité, la justesse. Ces outils, purement techniques à l'époque, allaient un jour devenir des symboles intérieurs. Un savoir réservé, transmis en silence. Au Moyen-Âge, l'art de bâtir n'était pas enseigné dans les écoles. C'était une connaissance précieuse, réservée à ceux qui la méritaient. Les constructeurs formaient des guildes, des corporations, organisées en cercles fermés. On y entrait jeune, comme apprenti. On y gravissait des échelons, jusqu'à devenir maître. Chaque étape était marquée par des rites, des épreuves, des signes secrets. C'était autant une formation technique qu'un cheminement spirituel. Car bâtir une cathédrale n'était pas un acte banal. C'était élever une prière de pierre vers le ciel. Légende fondatrice, Hiram, Salomon, Égypte. À côté de l'histoire réelle, il y a aussi ce que les francs-maçons eux-mêmes appellent les mythes fondateurs. Des récits anciens, symboliques, transmis non pour être crus, mais pour inspirer. L'un des plus célèbres est celui d'Hiram, l'architecte du temple de Salomon. Hiram Abif aurait été l'artisan principal du premier temple de Jérusalem. Selon la légende maçonnique, il fut assassiné par 3 compagnons jaloux, alors qu'il refusait de leur révéler les secrets du métier. Il est devenu le modèle du maître, celui qui garde le silence jusqu'à la mort, fidèle à son serment. Son histoire est au cœur de l'initiation maçonnique au 3e degré, celui de maître. Elle représente le sacrifice pour la vérité, la résistance à la corruption
et la Renaissance après l'épreuve. Mais ce n'est pas le seul mythe. Les francs-maçons font parfois référence à l'Égypte ancienne, à la pyramide, à Thoth, le dieu du savoir. Ou encore à l'ordre des Templiers, ces chevaliers mystiques qui auraient caché leurs secrets dans les pierres de leur commanderie. Ces récits ne doivent pas être lus comme des faits, mais comme des allégories, des histoires miroirs. Des loges sur les chantiers. Les premières loges maçonniques étaient littéralement des loges de chantier. Des petites constructions en bois ou en pierre, montées à côté des grandes œuvres pour abriter les plans, les outils et surtout les réunions des bâtisseurs. C'est là que l'on formait les apprentis, que l'on tenait les assemblées, que l'on échangeait les mots de passe. C'était un lieu technique, mais aussi initiatique. Au fil du temps, ces loges ont commencé à accueillir des personnes extérieures au métier, mais intéressées par les valeurs, les symboles, les enseignements. Ainsi est née la franc-maçonnerie spéculative. L'influence des guildes et des confréries. Les constructeurs n'étaient pas seuls à avoir des rites. À travers l'Europe médiévale, des dizaines de confréries, ordres et corporations fonctionnaient avec des statuts, des serments, des symboles. Par exemple, les bâtisseurs des cathédrales en France et en Angleterre. Les compagnons du devoir en France. Les Steinmetzen allemands. Les collèges de métiers italiens. Tous avaient des rites d'admission, des signes de reconnaissance, des histoires symboliques. La franc-maçonnerie s'est nourrie de ces traditions. Elle a pris racine dans cet humus de savoirs anciens, de rites artisanaux, de fraternité de métiers. Mais elle va aller plus loin. De l'opératif au spéculatif. Aux alentours du XVIIe siècle, un glissement silencieux s'opère. Les loges accueillent peu à peu des hommes qui ne sont pas tailleurs de pierre, mais philosophes, savants, humanistes, curieux d'esprit. Ils viennent chercher autre chose qu'un métier. Un chemin intérieur. Une méthode pour penser, pour évoluer, pour construire en soi un temple invisible. Ce passage de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative marque une révolution douce. Le métier devient métaphore. L'outil devient symbole. La pierre devient l'âme. Les premières loges documentées. L'un des plus anciens textes maçonniques connus est le manuscrit Regiu, daté de 1390. Un poème en vieil anglais décrivant les règles de conduite des maçons, leurs valeurs, leurs serments. On y trouve déjà le respect de Dieu, la discrétion, l'honneur du travail, l'amour du prochain. D'autres textes suivront, le manuscrit Cook, les Olcharges et plus tard, les célèbres constitutions d'Anderson au XVIIIe siècle. Ces textes, bien qu'anciens, sont lus encore aujourd'hui dans certaines loges comme des fondations spirituelles. Un héritage vivant. Ce qui frappe, lorsqu'on remonte aux origines de la franc-maçonnerie, c'est la continuité. Malgré les siècles, les ruptures, les révolutions, les symboles restent les mêmes. Le vocabulaire est transmis. Les valeurs demeurent. Pourquoi ? Parce que, même dans un monde moderne et numérique, l'idée de travailler sur soi, de construire un monde plus juste, de réunir ce qui est épars, reste profondément humaine. La franc-maçonnerie n'est pas un vestige. C'est un héritage vivant, une voie intemporelle. En silence, les bâtisseurs veillent encore. Peut-être en passant devant une vieille église, ou une cathédrale, ou même une pierre usée dans un village. Tu verras un symbole gravé, un triangle discret, un œil, une équerre. Peut-être entendras-tu un mot ancien, lumière, tenue, initiation. Et tu sauras que quelque part, dans l'ombre douce d'un temple ou d'un salon discret, des hommes et des femmes poursuivent encore l'œuvre invisible des bâtisseurs. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans l'âge d'or de la franc-maçonnerie spéculative. Quand les loges s'ouvrent aux philosophes des Lumières, aux scientifiques, aux artistes. Quand naissent les grandes obédiences. Et que la franc-maçonnerie moderne commence à rayonner dans le monde. Le XVIIIe siècle. Un temps de bougies, de perruques poudrées, de conversations dans les salons feutrés. Mais aussi une époque d'ébullition intellectuelle, de révolution douce et profonde. Une époque où l'esprit humain commence à briser les chaînes de l'obscurantisme. Et c'est dans ce contexte vibrant que la franc-maçonnerie moderne va naître, grandir et s'implanter dans le monde. Un changement silencieux. Souviens-toi, les premières loges étaient composées de bâtisseurs de pierre, de compagnons de chantier. Mais, à mesure que les grandes cathédrales se terminent, les chantiers se calment. Les loges se vident peu à peu de leurs ouvriers. C'est alors que des hommes d'un autre genre y entrent. Des philosophes, des médecins, des poètes, des juristes, des curieux, des chercheurs de sens. Ils ne viennent pas pour apprendre à bâtir un mur. Ils viennent pour tailler leur esprit, polir leur cœur, élever leur pensée. La création officielle, la Grande Loge de Londres. Le 24 juin 1717, jour de la Saint-Jean,
dans une auberge londonienne appelée The Goose and Gridiron. 4 loges de la ville de Londres décident de se regrouper. Elles fondent ensemble ce que l'on appellera la Grande Loge de Londres et de Westminster. La première obédience maçonnique moderne. Ce moment est considéré comme l'acte de naissance officiel de la franc-maçonnerie spéculative. Désormais, la maçonnerie entre dans une nouvelle ère. Celle de l'organisation, de la structure, de la transmission codifiée. Les constitutions d'Anderson. Quelques années plus tard, en 1723, un pasteur presbytérien d'origine écossaise, James Anderson, est chargé de rédiger un texte fondateur. Il s'agit des constitutions des francs-maçons. Ce texte, à la fois historique, moral et réglementaire, pose les bases de la franc-maçonnerie moderne. Il y est question de liberté de conscience, de fraternité entre les hommes, d'un engagement envers l'amélioration de soi et de la société, de la neutralité religieuse et politique des loges. Ce document a marqué un tournant. La franc-maçonnerie se veut désormais universelle, tolérante, ouverte à tous ceux qui cherchent sincèrement. L'expansion à travers l'Europe. Après l'Angleterre, le feu maçonnique gagne rapidement du terrain. En France, dès les années 1725, des loges apparaissent à Paris. En Allemagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, les loges fleurissent dans les grandes villes. Aux États-Unis, des loges sont créées dans les colonies dès les années 1730. Dans ces loges, on parle de philosophie, de morale, de science. On y lit Rousseau, Voltaire, Newton. On débat, on réfléchit, on médite. Mais toujours dans le respect du silence rituel, de la lumière symbolique et du langage des symboles. La franc-maçonnerie et les Lumières. Le XVIIIe siècle est celui des Lumières. Un courant de pensée qui prône la raison, le progrès, la tolérance, la liberté de conscience. Or, ces valeurs sont profondément maçonniques. C'est donc tout naturellement que de nombreux penseurs des Lumières sont initiés dans les loges. Voltaire, à la fin de sa vie, entre dans une loge parisienne. Montesquieu, Diderot, Condorcet y croisent des artistes, des médecins, des inventeurs. Aux États-Unis, Benjamin Franklin, lui-même franc-maçon actif, crée des liens entre les loges françaises et américaines. Dans ces lieux protégés du bruit du monde, la pensée circule, s'épanouit, se partage. La loge devient un laboratoire d'idées, un refuge intellectuel. Un monde d'élégance et de symboles. Entrer dans une loge maçonnique du XVIIIe siècle, c'est pénétrer un univers feutré. Des tentures aux couleurs symboliques, bleu, rouge, noir. Des colonnes, des chandeliers, un autel, un pavé mosaïque au sol. Chaque objet, chaque couleur, chaque geste a une signification cachée. Les frères portent des tabliers blancs, rappel de l'artisanat ancien. Certains arborent des cordons, des bijoux maçonniques, indiquant leur degré ou leur fonction. On se salue avec des poignées de main secrètes, on se parle avec respect, on s'adresse à l'autre en l'appelant « mon frère ». Tout est rituel, tout est langage du silence. Les grades, apprenti, compagnon, maître. La franc-maçonnerie est structurée en degrés. Les 3 premiers sont dits symboliques. Apprenti. Celui qui entre, observe, apprend. Il travaille sur lui-même dans le silence. Il est la pierre brute. Compagnon. Celui qui progresse, découvre les symboles, les nombres, les correspondances. Il voyage entre les colonnes du temple. Maître. Celui qui, à travers le mythe d'Hiram, apprend le sacrifice, la mort symbolique et la renaissance. Ces degrés ne sont pas hiérarchiques. Ils sont intérieurs. Ils représentent des étapes de conscience, de compréhension, d'éveil. Les premières obédiences. Avec l'expansion des loges, il devient nécessaire de les regrouper sous des structures nationales. Ce sont les obédiences maçonniques. Parmi les plus anciennes et influentes. En Angleterre, la Grande Loge Unie d'Angleterre, UGL. En France, le Grand Orient de France, fondé en 1773. En Écosse et en Irlande, des loges très anciennes maintiennent des rituels proches de l'opératif. Chaque obédience a ses particularités, ses sensibilités, mais toutes partagent une base commune de symboles, de rituels, de valeurs. Un souffle révolutionnaire. La franc-maçonnerie, en ce siècle des Lumières, ne se contente pas d'être une école de pensée. Elle devient aussi un lieu d'inspiration politique et sociale. Beaucoup de francs-maçons participent aux grandes révolutions. La Révolution américaine. Des figures comme George Washington, Paul Revere, Benjamin Franklin étaient maçons. La Révolution française. Des loges abritent des hommes qui rêvent de renverser l'ordre établi, de bâtir une société plus juste. Mais attention, la franc-maçonnerie n'appelle jamais à la révolte directement.
Elles forment des consciences, pas des mouvements. Ce sont les hommes, une fois sortis de la loge, qui choisissent leur combat. Une discrétion vigilante. Avec cette montée en influence, la franc-maçonnerie attire aussi la suspicion. L'Église catholique, inquiète de cette société où l'on prône la liberté de conscience, condamne la franc-maçonnerie dès 1738. D'autres autorités politiques s'en méfient. Dès lors, les loges apprennent à vivre dans la discrétion, parfois même la clandestinité. Ce silence forcé deviendra peu à peu une tradition, un refuge, une protection. Une lumière qui se répand. Ainsi, au fil du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie devient un réseau de penseurs, d'artistes, de savants, d'humanistes. Un fil invisible relie les loges entre elles. D'un temple à Londres à un salon à Paris. D'un cercle à Boston à un chantier à Berlin. Dans l'ombre, les bâtisseurs d'âmes poursuivent leur œuvre. Sans bruit, sans gloire, sans ambition. Juste, avec foi. Foi en l'homme. Foi en la lumière. Dans la prochaine partie, nous nous arrêterons. Non plus sur les hommes ou les dates. Mais sur ce qui fait battre le cœur de la franc-maçonnerie depuis toujours. Les symboles. De l'équerre à l'œil qui voit tout. Du pavé mosaïque au compas. Nous explorerons calmement le langage silencieux de la maçonnerie. Ferme doucement les yeux. Tu es dans une loge tranquille. Une lumière tamisée éclaire des objets posés avec soin. Tout ici semble chargé de sens. Chaque détail a sa raison d'être. Mais rien n'est crié. Tout est suggéré. Les symboles parlent à l'âme, bien plus qu'à la raison. Ce sont les outils d'un langage silencieux, transmis depuis des siècles. Des clés pour mieux se connaître. Des miroirs pour mieux comprendre le monde. Découvrons-les, un à un. La pierre brute. Nous commençons par la pierre brute. Impose, irrégulière, imparfaite. Elle représente l'être humain avant l'initiation. Un être encore plein d'angles, de défauts, d'ignorance. Dans la loge, le travail symbolique consiste à tailler cette pierre. À lisser ses aspérités. À en faire une pierre polie, droite, apte à s'insérer dans le temple. Travailler sa pierre, c'est travailler sur soi. L'équerre. L'équerre est l'un des symboles les plus visibles. C'est l'outil qui permet de tracer des angles droits, de construire avec rectitude. Symboliquement, elle représente la droiture morale, l'équilibre intérieur, le respect des règles. Être à l'équerre, dans le langage maçonnique, signifie être juste, sincère, fidèle à ses engagements. On la retrouve souvent associée au compas. Le compas. Le compas trace des cercles. Il mesure. Il délimite. Mais surtout, il rappelle la maîtrise de soi. Le compas symbolise la mesure dans les passions, la limite que l'on se fixe à soi-même. L'harmonie. Lorsque le compas domine l'équerre sur un bijou ou un symbole, cela indique que l'esprit doit guider l'action. Dans certaines loges, les deux instruments sont posés sur un livre sacré, qu'on appelle volume de la loi sacrée. Le volume de la loi sacrée. Ce volume peut être une Bible, un Coran, une Torah, ou tout autre texte sacré selon les croyances de la loge. Mais son sens dépasse la religion. Il symbolise la loi morale, la parole universelle, la vérité à rechercher. Sur ce livre, on pose souvent l'équerre et le compas, formant un triangle lumineux. C'est le cœur de la loge. Les trois lumières. Dans toute loge, on allume trois grandes bougies, appelées les trois grandes lumières. L'équerre, le compas, le volume de la loi sacrée. Ces trois éléments réunis symbolisent la connaissance, la mesure et la direction morale. Ils éclairent symboliquement le chemin de l'initié. Le pavé mosaïque. Regarde le sol de la loge. Il est souvent fait de cases noires et blanches, alternées, comme un échiquier. C'est le pavé mosaïque. Il symbolise la dualité du monde, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, la joie et la peine. L'équilibre entre les contraires. Le chemin initiatique, qui consiste à marcher entre ces cases, sans se perdre ni d'un côté, ni de l'autre. Marcher sur le pavé mosaïque, c'est accepter les contrastes de la vie, et trouver l'unité dans la diversité. L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob apparaît parfois dans les rituels. Elle symbolise l'élévation spirituelle. Chaque barreau est un degré, une étape, un travail intérieur. Gravir cette échelle, ce n'est pas fuir le monde, mais grandir en conscience, peu à peu, avec humilité. L'acacia. Lors de l'initiation au grade de maître, on évoque l'acacia. C'est un arbre symbolique. Pourquoi? Parce que l'acacia ne pourrit pas. Il résiste au temps, aux intempéries. Il symbolise la pureté, la résurrection, la mémoire des maîtres disparus.
Une branche d'acacia est souvent posée sur les tombes maçonniques. L'œil qui voit tout. Un triangle lumineux avec un œil en son centre. Tu l'as peut-être vu sur un billet de banque ou sur une façade de temple. C'est l'œil qui voit tout. Il représente la conscience universelle, la vigilance intérieure, la lumière divine. Il ne juge pas. Il observe, silencieusement. Il invite à la cohérence, à l'authenticité. Les colonnes J et B. À l'entrée symbolique de toute loge se trouvent 2 colonnes. J pour Jacquin, B pour Boaz. Elles viennent du temple de Salomon, dans la tradition biblique. L'une représente la force, l'autre la stabilité. Passer entre ces 2 colonnes, c'est franchir un seuil. C'est entrer dans un espace sacré, intérieur, silencieux. Le sablier. Parfois, un sablier est posé sur une table. Il rappelle le temps qui passe, mais aussi la nécessité de vivre en pleine conscience. Chaque grain de sable est un instant précieux. Le silence, un symbole invisible. Tous les symboles maçonniques sont puissants, mais aucun n'est aussi essentiel que le silence. Dans la loge, l'apprenti ne parle pas. Il écoute. Il observe. Il intègre. Le silence n'est pas une punition. C'est une porte d'entrée vers soi-même. C'est dans le silence que les symboles prennent vie, qu'ils cessent d'être des formes et deviennent des forces. Un langage du cœur. Tous ces symboles, tu peux les apprendre. Tu peux les lire. Les mémoriser. Mais leur vraie compréhension vient avec le temps. Avec la répétition, la méditation, l'expérience vécue. La franc-maçonnerie n'impose rien. Elle propose un langage. Libre à chacun de le parler avec son cœur. À suivre. Maintenant que tu as vu les symboles, que tu as senti leur énergie douce, leur clarté silencieuse, tu es prêt à découvrir ce qui se cache derrière les portes du temple. Dans la prochaine partie, nous explorerons les rites d'initiation. Comment entre-t-on en franc-maçonnerie? Quelles sont les étapes, les gestes, les mots, les lumières? Nous irons doucement, comme on avance dans un couloir sombre, vers une lumière que seul le silence peut révéler. Il est temps de frapper doucement à la porte du silence. Temps de laisser les repères ordinaires derrière soi. Temps d'entrer, symboliquement, dans un autre monde. Un monde intérieur. La franc-maçonnerie, depuis ses origines, propose un passage. Pas un simple engagement administratif, mais une transformation vécue, marquée par des rites. Frappe à la porte du temple. Tout commence par une frappe. Celui qui souhaite devenir franc-maçon doit demander à entrer. On dit souvent, il faut frapper à la porte du temple. Mais cette porte n'est pas seulement une porte physique. C'est une porte intérieure. Celle que l'on franchit quand le monde matériel ne suffit plus. Quand les questions deviennent plus fortes que les réponses toutes faites. Quand l'on cherche, sans savoir exactement quoi. Cette démarche est volontaire. Personne n'est jamais recruté. Le profane, celui qui est devant le temple. Avant d'être initié, le candidat est appelé profane. Ce mot ne signifie pas impur ou ignorant. Il vient du latin profanum, qui signifie devant le temple. Il n'est pas encore entré. Il ne connaît pas les symboles, les rituels, le langage. Mais il aspire à découvrir, à comprendre, à avancer. C'est l'état de tout chercheur, de tout début. L'enquête maçonnique. Avant d'être admis, le candidat est rencontré par des membres de la loge. On appelle cela une enquête maçonnique, mais ce n'est pas un interrogatoire. C'est un moment d'échange. Les francs-maçons veulent savoir pourquoi cette personne frappe à la porte. Ce qu'elle cherche. Si elle est prête à respecter la discrétion, la liberté, la tolérance. Ce n'est pas une épreuve, mais un premier miroir tendu à celui qui demande à entrer. La cérémonie d'initiation. Si la loge accepte la demande, alors un jour est fixé. Un moment à part, hors du temps. Le rite d'initiation. La cérémonie est secrète, non pas pour exclure, mais pour préserver le mystère. Ce mystère n'est pas un secret au sens courant. C'est une expérience intérieure. Un choc symbolique. Voici ce que l'on peut dire. Le cabinet de réflexion. Avant toute chose, le futur initié est conduit dans un petit espace fermé. Un endroit sombre, dépouillé. C'est le cabinet de réflexion. Sur les murs, des phrases énigmatiques. Si tu n'as pas peur de mourir, entre. Connais-toi toi-même. On y trouve aussi du sel, du soufre, du mercure, symbole alchimique. Une sablier, rappel du temps qui passe. Une bougie, pour éclairer l'obscurité. Et parfois un crâne, non pas macabre, mais méditatif. C'est un moment de solitude intense.
Le candidat est invité à écrire son testament philosophique, ce qu'il laisse derrière lui, ce qu'il espère. Le passage dans les ténèbres. Après le cabinet, les yeux du candidat sont bandés. C'est un moment fort, car il entre dans le temple, mais sans voir. Il doit ressentir, écouter, se faire confiance. On lui pose des questions symboliques. Quelle est ta quête? Es-tu libre? As-tu la volonté de progresser? Ce sont des questions éternelles. Personne n'y répond parfaitement. Mais les poser, déjà, est un acte d'éveil. Le choc de la symbolique. Le cheminement se poursuit. Le candidat est guidé dans le temple. Il entend des sons, des pas, des objets. Il ressent des frissons, parfois un souffle, un silence total. Il peut vivre des épreuves symboliques. Le feu, la volonté. L'eau, la purification. L'air, la pensée. La terre, l'ancrage. Tout cela n'est pas un spectacle. C'est une expérience intérieure. La lumière. Puis vient le moment de la lumière. On lui retire le bandeau. Et pour la première fois, il voit les symboles, les frères autour de lui, le pavé mosaïque, l'autel. C'est une renaissance. Il n'est plus profane. Il est apprenti franc-maçon. Les grades maçonniques. La franc-maçonnerie symbolique comprend 3 grades principaux. Chacun est un état de conscience, un moment du chemin. 1. Apprenti. L'apprenti écoute. Il observe. Il se tait. Il apprend à se connaître. À polir sa pierre brute. Il assiste aux réunions mais ne parle pas encore. Son silence est une forme de méditation. Il découvre les symboles, les gestes, les postures. Son tablier est blanc, simple. 2. Compagnon. Le compagnon a déjà avancé. Il peut s'exprimer, poser des questions, participer aux travaux symboliques. Il étudie la géométrie sacrée, les chiffres, les correspondances. C'est un voyageur. Il explore les piliers de la pensée, les sentiers de la connaissance. C'est aussi un passeur entre le monde profane et le monde initiatique. 3. Maître. Le grade de maître est le plus connu et le plus symbolique. Il est marqué par la légende d'Hiram, l'architecte du temple de Salomon. Un mythe fondateur, que chaque maître vit comme une mort symbolique, suivie d'une renaissance intérieure. Le maître a compris que la vie est un passage, que l'ego doit être dépassé, que la vraie lumière est en soi. C'est un degré de responsabilité, de transmission, de discrétion profonde. Un chemin sans fin. Ces 3 degrés ne sont pas une hiérarchie. Ce ne sont pas des titres de pouvoir. Ce sont des états d'âme, des étapes du voyage. Certains restent longtemps apprentis. D'autres deviennent maîtres sans tout comprendre. Le but n'est pas d'arriver, mais de marcher, pas à pas, avec patience, honnêteté, cœur ouvert. Le rôle du rituel. Dans toutes ces étapes, le rituel joue un rôle central. Ce n'est pas un folklore. C'est un langage vivant, transmis de génération en génération. Il contient des gestes précis, des mots anciens, des postures, des moments de silence. Le rituel donne du rythme, de la profondeur, de la beauté au chemin initiatique. Et après, une fois initié, le franc-maçon ne cesse jamais d'être initié. Chaque tenue est un nouveau pas. Chaque symbole, une nouvelle clé. Chaque silence, une nouvelle écoute. La progression ne s'arrête pas au grade. Elle continue en dehors de la loge, dans la vie, dans les choix, dans les actes. Être franc-maçon, c'est vivre chaque jour avec conscience, avec éthique, avec fraternité. À suivre. Maintenant que nous avons franchi la porte du temple, que nous avons vu le bandeau tomber, que la lumière a commencé à pénétrer l'obscurité, il est temps de nous arrêter un moment sur l'essence même du message maçonnique. Dans la prochaine partie, nous explorerons la philosophie maçonnique. Ses idées, ses valeurs, ses inspirations. Pourquoi elle touche tant d'âmes en quête de sens. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux quelques instants. Laisse le tumulte du monde s'apaiser. Écoute simplement les mots qui résonnent doucement. Liberté, égalité, fraternité. Ce ne sont pas que des devises politiques. Ce sont des principes de vie profonde, enracinés dans l'idéal maçonnique. La franc-maçonnerie n'est pas une doctrine. C'est une voie intérieure, une recherche d'équilibre, une philosophie vivante. Découvrons ensemble les grandes idées qui la traversent. Liberté, penser par soi-même. La liberté, pour les francs-maçons, est fondamentale. Mais il ne s'agit pas d'une liberté anarchique. C'est la liberté de penser par soi-même, d'évoluer en conscience, sans dogme, sans pression.
Un franc-maçon ne reçoit aucun dogme tout fait. Il cherche, il doute, il explore. Dans la loge, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Libre d'avoir ses convictions. Libre, mais responsable. C'est cette liberté intérieure qui permet de grandir, de choisir en pleine conscience et d'agir avec éthique. Égalité, chaque voix compte. Dans une loge maçonnique, tous les membres sont égaux. Il n'y a pas de supérieur, de hiérarchie sociale ou intellectuelle. Un ouvrier peut s'asseoir à côté d'un médecin. Un professeur à côté d'un artiste. Le tablier maçonnique recouvre les différences extérieures. Car c'est l'humain qui importe. Chacun a une voix, une place, une lumière à apporter. Et tous s'enrichissent mutuellement. Fraternité, un lien du cœur. Mais peut-être que le plus profond de tous ces principes est la fraternité. La franc-maçonnerie se définit avant tout comme une fraternité initiatique. Cela signifie se reconnaître dans l'autre. Voir l'autre comme un frère ou une sœur en humanité. Tendre la main dans les moments difficiles. Être bienveillant, discret, présent. Cette fraternité n'est pas naïve. Elle n'efface pas les différences. Mais elle les transcende pour créer un lien qui élève au lieu de diviser. Amélioration de soi, le travail intérieur. Chaque franc-maçon est invité à travailler sur lui-même. C'est ce qu'on appelle le travail sur la pierre brute. Cela signifie repérer ses faiblesses. Être honnête envers soi. Polir ses défauts, non pour être parfait, mais pour être vrai. Grandir, apprendre, se corriger, en silence, avec persévérance. Il n'y a pas de jugement. Chacun avance à son rythme. Mais chacun s'engage à faire de son mieux. Humanisme, croire en l'homme. La franc-maçonnerie est fondamentalement humaniste. Elle croit que chaque être humain a en lui une part de lumière, une capacité d'évolution, une dignité inaliénable. Elle refuse toute forme de discrimination, religieuse, politique, sociale, ethnique. Elle place l'être humain au centre, non comme un roi orgueilleux, mais comme un artisan du monde, capable d'en faire un lieu plus juste, plus libre, plus fraternel. Tolérance, respecter sans juger. Dans la loge, les opinions peuvent diverger. Mais on ne discute jamais de religion ni de politique partisane. Pourquoi ? Parce que la franc-maçonnerie privilégie la tolérance active. C'est-à-dire, écouter des idées différentes. Comprendre sans adhérer. Ne pas imposer sa vérité. La vérité n'est pas un dogme. C'est une lumière à découvrir ensemble, dans la diversité. Universalité, un pont entre les peuples. Il existe des milliers de loges dans le monde. Sur tous les continents. Dans toutes les cultures. Avec des rites variés. Des sensibilités diverses. Et pourtant, un langage commun relie tous les maçons. Celui des symboles, des gestes, des valeurs partagées. Un franc-maçon peut entrer dans une loge étrangère, être accueilli comme un frère. C'est l'idéal d'une fraternité humaine universelle, au-delà des frontières. Secret et discrétion, protégé, non caché. La franc-maçonnerie est souvent associée au mot « secret ». Mais il faut comprendre. Le secret n'est pas un mensonge. C'est une discrétion sacrée, une intimité du cœur. Les rituels, les symboles, les paroles sont gardés avec soin. Non pour exclure, mais pour protéger l'expérience. C'est comme un jardin intérieur. On n'ouvre pas ses fleurs à tous les vents. On préserve ce qui est précieux. Spiritualité sans dogme. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. Mais elle invite à une recherche spirituelle. Chaque frère ou sœur est libre de croire en un Dieu, en une force supérieure, en l'univers. Ou simplement de chercher un sens, une harmonie intérieure. Ce qu'elle refuse, ce sont les certitudes imposées, les dogmes fermés. Elle propose une spiritualité libre, une quête personnelle, humble, sincère. Construire le temple de l'humanité. En travaillant sur soi. En vivant la fraternité. En cultivant la lumière. Chaque franc-maçon participe à un chantier invisible. La construction du temple de l'humanité. Ce temple n'est pas fait de pierre. Il est fait de justice, de conscience, de paix, de solidarité. C'est une œuvre collective, patiente, discrète. Un travail lent, mais lumineux. Une philosophie à vivre au quotidien. La franc-maçonnerie n'est pas seulement vécue en loge. Elle s'incarne dans les choix éthiques, la manière d'écouter, la patience dans l'épreuve, l'amour du vrai, du beau, du bien. C'est une philosophie active. Un art de vivre. À suivre. Maintenant que nous avons traversé les principes essentiels, nous allons, dans la prochaine partie,
explorer les hauts grades maçonniques. Des degrés supplémentaires, riches en symboles, parfois entourés de mystères. Nous verrons ce qu'ils représentent, ce qu'ils apportent à ceux qui poursuivent la quête plus loin. Tu as déjà vu le commencement. La porte s'ouvrir. Le bandeau se lever. Les 3 premiers degrés. Apprenti, compagnon, maître. Mais au-delà, bien au-delà, il existe d'autres sentiers. Des sentiers mystérieux. Moins fréquentés. Plus complexes. Ce sont les hauts grades maçonniques. Ils ne sont ni obligatoires, ni supérieurs. Ils sont un approfondissement. Un prolongement du voyage. Pour ceux qui sentent que le temple a encore d'autres pièces secrètes à révéler. Pourquoi des hauts grades? C'est une question naturelle. Pourquoi ne pas s'arrêter à maître? N'est-ce pas suffisant? Et pourtant, pour certains initiés, le 3e degré ouvre des portes nouvelles, mais ne les referme pas. Il pose de grandes questions symboliques, notamment à travers le mythe d'Hiram, l'architecte assassiné. Alors, les hauts grades apparaissent comme des réponses symboliques, des clés d'interprétation, des suites initiatiques à cette histoire sacrée. Ils permettent d'approfondir le sens du sacrifice, d'explorer les grands archétypes de l'âme humaine, de développer une vision plus large de l'œuvre maçonnique. Une multitude de rites. Il n'existe pas un seul système de haut grade, mais plusieurs, selon les pays, les obédiences, les traditions. Parmi les principaux rites, on peut citer le rite écossais ancien et accepté, REAA, le plus répandu dans le monde. Le rite français. Le rite écossais rectifié. Le rite d'York, principalement aux États-Unis. Le rite de Memphis-Misraïm, riche en références ésotériques. Chaque rite a ses degrés spécifiques, ses légendes, ses rituels, mais tous poursuivent le même idéal initiatique. Les 33 degrés du rite écossais ancien et accepté. Prenons l'exemple du REAA, l'un des systèmes les plus structurés. Ce rite comporte 33 degrés. Les 3 premiers, apprenti, compagnon, maître, déjà vu. Les 30 suivants sont appelés hauts grades. Mais il faut comprendre ceci. Ces grades ne sont pas des niveaux hiérarchiques, mais des enseignements symboliques. On n'y monte pas comme dans une carrière. On y progresse intérieurement, lorsque l'âme est prête. Quelques degrés symboliques. Voici quelques-uns des plus marquants. 4. Maître secret. C'est le premier haut grade. Il insiste sur la fidélité à la parole donnée, sur le devoir de mémoire, sur le sens du silence intérieur. Le maître secret devient gardien du temple intérieur. 9. Maître élu des 9. Un degré marqué par la quête de justice après le meurtre d'Hiram. On y aborde la vengeance symbolique, mais aussi la réconciliation intérieure. Il enseigne à punir ses passions destructrices et à pardonner. 14. Grand élu parfait et sublime maçon. Un degré où l'on accède à la chambre du milieu, au sein des saints. Ici, le maçon reçoit la parole perdue, cette lumière cachée, symboliquement perdue avec Hiram. C'est un moment de révélation intérieure. 18. Chevalier Rose-Croix. L'un des plus célèbres. Ce degré est un carrefour spirituel. Il marie la tradition maçonnique à la pensée chrétienne symbolique, à l'idéal de renaissance. Il aborde la mort du vieil homme, la résurrection intérieure, l'amour universel. Un degré empreint de lumière mystique. 30. Chevalier Kadosh. Un degré exigeant, puissant. Il enseigne la lutte contre la tyrannie intérieure, contre l'ignorance, contre la corruption. Le mot Kadosh signifie « saint » en hébreu. Mais ici, la sainteté est un chemin, non un état. 32. Sublime prince du royal secret. Ce degré couronne l'enseignement symbolique. Il résume l'ensemble des principes maçonniques dans une vision d'unité, d'ordre universel, de paix intérieure. 33. Souverain grand inspecteur général. C'est un degré honorifique, non un pouvoir. Il est donné à ceux qui, par leur engagement, leur sagesse, leur service, ont incarné l'idéal maçonnique. Un chemin libre, jamais imposé. Les hauts grades ne sont jamais obligatoires. Beaucoup de francs-maçons ne vont jamais au-delà du 3e degré. Ceux qui choisissent d'y entrer le font librement, par soif de sens, par volonté de compréhension. Et même alors, il ne s'agit pas d'un enchaînement mécanique. On peut rester des années sur un seul degré. Car l'essentiel est la transformation intérieure, pas la vitesse. Une richesse de symboles. Dans les hauts grades, on retrouve des figures bibliques, Moïse, Salomon, Jean, Jésus, mais vues symboliquement. Des chevaliers, des bâtisseurs, des alchimistes, des initiés de l'Antiquité. Des mythes venus d'Égypte, de Grèce, du judaïsme, du christianisme mystique.
C'est un patchwork de sagesse. Un chemin universel dans lequel chacun peut reconnaître sa propre quête. Vers l'unité. Tous ces grades, toutes ces légendes, tous ces rituels, ne sont pas là pour complexifier la démarche. Ils sont là pour montrer que le temple a 1000 portes. Mais qu'au fond, il n'y a qu'une seule lumière. Les hauts grades sont comme les chapitres d'un livre sacré. Des récits, des figures, des clés. Mais le livre ne s'écrit qu'en toi-même. Une fraternité silencieuse. Ceux qui traversent ces degrés deviennent souvent des passeurs, des guides discrets, des sages silencieux. Ils n'enseignent pas comme des maîtres. Ils partagent quand on leur demande. Ils vivent leur philosophie, simplement, avec humilité. C'est cela, l'ultime degré. Non pas un titre, mais une présence. Une clarté intérieure. Un rayonnement doux. À suivre. Maintenant que tu connais les hauts grades. Leurs symboles, leurs fonctions, leur humilité. Nous pourrons dans la prochaine partie explorer un autre aspect. Les relations entre la franc-maçonnerie et les religions, les États, les controverses. Car la franc-maçonnerie, bien qu'intérieure, n'est pas isolée du monde. Elle a été parfois aimée, souvent attaquée, toujours observée. Depuis ses débuts, la franc-maçonnerie a évolué dans l'ombre. Mais cette ombre, discrète et symbolique, a parfois suscité des soupçons, des accusations, des fantasmes. Pourquoi ? Parce qu'elle ne ressemble à rien d'autre. Parce qu'elle parle de secrets dans un monde qui demande des preuves. Parce qu'elle réunit des personnes très différentes, autour d'un idéal commun mais discret. Et pourtant, la franc-maçonnerie n'est pas un pouvoir caché. Elle est un chemin spirituel, philosophique, parfois humaniste, parfois laïque. Mais jamais une religion, ni un parti, ni une secte. Voyons cela, doucement, en prenant le temps. Franc-maçonnerie et religion, entre tension et pont. La relation entre la franc-maçonnerie et les grandes religions a souvent été compliquée. Ce que la franc-maçonnerie propose. Elle n'est pas une religion. Elle n'impose d'aucun dogme spirituel. Elle accepte en son sein des croyants de toute confession, mais aussi des agnostiques et des déistes. Dans de nombreuses obédiences, notamment en Europe, la liberté absolue de conscience est un principe sacré. Cela signifie « chacun croit ou ne croit pas ». Et surtout, personne ne juge l'autre pour sa foi. Les tensions avec l'Église catholique. Depuis le XVIIIe siècle, l'Église catholique romaine a condamné la franc-maçonnerie à plusieurs reprises. Les raisons sont multiples. La maçonnerie refuse les dogmes imposés. Elle défend la séparation de l'Église et de l'État. Elle pratique des rituels secrets. Elle accorde une grande place à la raison, à la liberté individuelle, à la tolérance religieuse. Ces éléments ont inquiété Rome, qui voyait un relativisme moral incompatible avec la foi catholique. Résultat, de nombreux papes ont publié des bulles d'excommunication contre les francs-maçons. Et aujourd'hui encore, le Vatican déconseille fortement aux catholiques d'entrer en maçonnerie, bien que certains le fassent discrètement. Et les autres religions ? Dans le judaïsme, la franc-maçonnerie a longtemps été bien vue, notamment pour son respect des textes bibliques. Dans l'islam, la situation varie beaucoup. Certaines autorités religieuses l'acceptent, d'autres y voient une organisation occulte occidentale. Dans le protestantisme, de nombreux pasteurs ont été francs-maçons, notamment dans les branches libérales. Chez les spiritualistes, la franc-maçonnerie est souvent perçue comme un chemin symbolique, riche et universel. Franc-maçonnerie et pouvoir politique. Autre question sensible. La franc-maçonnerie est-elle liée au pouvoir politique ? À des cercles d'influence ? La réponse est nuancée. Les valeurs républicaines. En France, notamment, la franc-maçonnerie a joué un rôle historique dans la promotion de la laïcité, l'instruction publique, le droit de vote, la liberté de la presse, le progrès social. Beaucoup d'hommes politiques, depuis le XIXe siècle, ont été francs-maçons. Des républicains, des réformateurs, des ministres. Mais cela ne signifie pas que la franc-maçonnerie dirige. Elle inspire parfois. Elle influence, oui, mais comme peuvent le faire d'autres cercles de réflexion. La discrétion et ses fantasmes. Parce que les francs-maçons ne parlent pas de leurs travaux publics. Parce qu'ils se réunissent dans des lieux clos. Parce qu'ils utilisent des symboles anciens. Des fantasmes sont nés. On les accuse parfois d'être une société secrète. Une organisation qui tire les ficelles. Une main invisible dans les décisions politiques. Mais tout cela relève du mythe, souvent nourri par la peur de ce qui est discret. Franc-maçonnerie et loi. Dans les pays démocratiques, la franc-maçonnerie est légale, reconnue comme association à but non lucratif. Mais dans certains pays, elle a été interdite, parfois violemment réprimée.
Période de persécution. Sous les régimes fascistes et nazis, les francs-maçons ont été traqués, arrêtés, déportés. En URSS, la franc-maçonnerie fut bannie comme organisation bourgeoise. Dans certains pays du Moyen-Orient, elle est considérée comme illégale, parfois confondue à tort avec des conspirations. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie valorise la liberté de pensée, la fraternité au-delà des frontières, la recherche de vérité hors des dogmes, des idées qui dérangent, les régimes autoritaires, une organisation pluraliste. La franc-maçonnerie n'est pas un bloc unique. Elle est composée de multiples obédiences, qui ont parfois des approches plus spirituelles ou plus laïques, des rituels plus ésotériques ou plus sociaux, des attitudes plus engagées ou plus introspectives. Mais toutes partagent l'amour du symbole, du travail intérieur, de la tolérance, de la discrétion. Une sagesse mal comprise. La franc-maçonnerie n'a pas vocation à gouverner, ni à dominer, ni à convertir. Elle n'impose rien. Elle ne recrute pas. Elle propose un chemin personnel, que chacun peut emprunter, ou pas. Mais cette liberté, cette indépendance, ce choix du silence, est souvent mal compris par ceux qui veulent tout expliquer, tout contrôler, tout dévoiler. Une lanterne dans la nuit. Dans un monde agité, bruyant, parfois dur. La franc-maçonnerie propose une lumière discrète. Pas un projecteur. Une lanterne intérieure. Elle ne dit pas « voilà la vérité ». Elle dit « cherchons ensemble ». En paix. En silence. À suivre. Maintenant que nous avons exploré les controverses, que nous avons vu les malentendus, les accusations, les vérités et les fantasmes, il est temps de revenir à quelque chose de plus intime, de plus profond. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans l'expérience vécue du maçon. À quoi ressemble une tenue maçonnique? Que se passe-t-il pendant une soirée de loge? Comment vit-on cette quête au quotidien? Imagine. Tu entres dans un lieu silencieux. Un lieu symbolique, hors du monde. Un temple. Et tout commence. Il est 19h30. Le monde extérieur continue sa course. Le bruit de la ville, les écrans, les obligations, les soucis. Mais ici, dans ce bâtiment discret, le temps ralentit. Des frères et sœurs arrivent un par un, parfois deux. Ils se saluent chaleureusement. Un regard. Une poignée de main. Un sourire discret. Chacun laisse ses affaires dans le vestiaire. Chacun revêt son tablier. Les paroles deviennent rares. Le silence s'installe. C'est le moment d'entrer en tenue. Le temple. Le temple maçonnique est un espace symbolique. En son centre, un pavé mosaïque, noir et blanc. 3 grandes lumières, la règle, le compas et l'équerre. Un autel, où repose un livre sacré, ou plusieurs, selon les croyances des membres. À l'Orient, le vénérable maître, celui qui guide les travaux. Au Midi et à l'Occident, des colonnes, des sièges, des symboles. Tout ici a un sens. Rien n'est laissé au hasard. L'appel au silence. Un tintement léger. 3 coulants, réguliers. Les frères et sœurs entre un à un, dans le plus grand silence. Chacun va à sa place selon son grade. Apprenti, compagnon, maître. Les gestes sont sobres. Les regards sont paisibles. On entre dans un autre espace. Un espace hors du monde. L'ouverture des travaux. Le vénérable maître se lève. Il prononce une formule rituelle. Mes frères, en loge, ayons tous une pensée juste. Les surveillants répondent. Les officiers s'activent. Les bougies sont allumées, lentement. Le silence devient presque sacré. La lumière est symboliquement allumée dans le temple. La tenue est ouverte. Les travaux symboliques. Chaque tenue a un thème. Ce soir, un frère compagnon a préparé une planche, c'est-à-dire un exposé symbolique. Il s'agit d'une réflexion sur le chiffre 3, si présent dans le temple, dans les mythes, dans la nature. Il parle lentement, avec sincérité, pas pour briller, mais pour partager une part de lui-même. Quand il termine, un long silence. Puis, les interventions viennent, une à une. Chacun prend la parole avec respect. Chacun écoute sans couper. Chacun s'élève par la parole de l'autre. Les échanges en loge. Les mots sont choisis. Ils ne sont jamais agressifs. Il n'y a ni débat, ni joute, ni contradiction. Il y a résonance, réflexion, et parfois, des silences plus forts que les mots. Les rituels de passage. Il arrive que la tenue soit marquée par un événement important. Ce soir, un frère apprenti va être élevé au grade de compagnon. La cérémonie est symbolique, codifiée,
mais très émotive. Il franchit une nouvelle étape de son chemin. Il reçoit une nouvelle lumière. Il découvre de nouveaux symboles. Les autres membres l'accompagnent dans le silence. Pas pour juger, mais pour accueillir. La clôture des travaux. Quand la tenue touche à sa fin, le vénérable maître invite chacun à revenir doucement vers le monde profane. Les bougies sont éteintes, lentement. Les lumières symboliques sont retirées. Puis, une dernière parole. Les travaux sont suspendus. Un long silence suit. On ne se précipite pas. On prend le temps d'intérioriser. Le moment de fraternité. Après la tenue, souvent, les membres se retrouvent pour ce que l'on appelle un agape. Un repas simple. Ou un verre. Un moment de partage humain, sans symbole, sans tablier. On y parle librement, de tout, de rien. On rit. On se retrouve. C'est là aussi que naît la fraternité réelle. Après la loge. Quand chacun rentre chez soi. Une paix étrange habite encore l'esprit. Une lumière calme. Un souvenir silencieux. On se couche plus apaisé. Plus centré. Plus vivant. Car quelque chose, dans ce moment hors du temps, a touché l'âme. Ce qu'est une tenue. Ce n'est pas une réunion. Ce n'est pas une assemblée. C'est un espace sacré. Où l'on travaille sur soi. Où l'on écoute l'autre avec le cœur. Où l'on s'élève en silence. À suivre. Maintenant que tu sais ce qu'est une soirée en loge. Tu perçois mieux la réalité intérieure de la franc-maçonnerie. Non pas un réseau, mais une voie du silence, de l'écoute et du symbole. Dans la prochaine partie, nous explorerons les symboles maçonniques les plus puissants. L'équerre, le compas, la pierre brute, le pavé mosaïque. Que signifie-t-il? Pourquoi nous parle-t-il, encore et toujours, en profondeur? Les mots passent. Les discours s'oublient. Mais un symbole, lui, reste. Il touche quelque chose en nous que nous ne comprenons pas toujours, mais que nous ressentons. La franc-maçonnerie est entièrement symbolique. Non pour rendre les choses mystérieuses, mais pour parler directement à l'âme. Chaque symbole maçonnique est une porte vers soi-même. Un miroir. Une clé. Prenons-les un par un, doucement, et découvrons leur lumière cachée. La pierre brute. Tout commence ici. C'est le symbole du commencement. La pierre brute, c'est toi, moi, tout être humain, avant le travail intérieur. Elle est irrégulière, pleine d'aspérité, belle, mais inachevée. Le franc-maçon est celui qui polit sa pierre. Chaque geste juste, chaque pensée élevée, chaque silence sincère, est un coup de ciseau sur cette pierre intérieure. La franc-maçonnerie ne te dit pas ce que doit être ta forme finale. Elle te propose de chercher. L'équerre. L'équerre est l'un des outils les plus présents. Elle sert à tracer des angles droits, à corriger les déviations, à rendre les lignes justes. Symboliquement, elle signifie la rectitude morale, le respect des lois naturelles, la droiture dans le jugement. Elle est souvent posée sur le cœur du vénérable maître. Non pas pour juger les autres, mais pour se juger soi-même. Le compas. À côté de l'équerre, on trouve le compas. Instrument du cercle, de la mesure, de l'équilibre. Il permet de limiter nos désirs, de tracer des frontières intérieures, de définir notre espace sacré. Mais aussi, le compas nous rappelle que la vie est ronde, cyclique, que tout revient, que tout évolue. L'équerre mesure la terre. Le compas mesure le ciel. L'équerre et le compas ensemble. Tu les vois souvent entrelacés, formant un symbole central. Quand l'équerre est au-dessus, la matière domine l'esprit. Quand le compas est au-dessus, l'esprit guide la matière. Leur juste équilibre est le cœur du chemin maçonnique. Le pavé mosaïque. Au centre du temple, un sol en damier noir et blanc. Il est appelé le pavé mosaïque. Ces carrés représentent le bien et le mal, la joie et la peine, la vie et la mort, la lumière et l'obscurité. Mais l'enseignement est profond. Nous marchons sur les deux. Le maçon ne fuit pas l'ombre. Il apprend à y marcher en conscience. Les trois grandes lumières. Sur l'autel maçonnique, on trouve trois symboles sacrés. Le volume de la loi sacrée, souvent une Bible, un Coran, un texte spirituel fondamental. L'équerre. Le compas. Ces trois éléments sont appelés les lumières. Ils symbolisent la loi morale, intérieure ou divine, la rectitude et la sagesse du cercle. Chaque maçon est invité à allumer ses lumières en lui. L'acacia. Dans certaines cérémonies, on évoque l'acacia. C'est un arbre discret, mais résistant. Il pousse même sur les terres sèches. Il symbolise l'immortalité de l'âme, la résurrection
la force cachée. Lors du degré de maître, l'acacia marque la tombe symbolique d'Hiram, l'architecte assassiné. Mais plus encore. Il marque la renaissance de l'initié, la victoire de l'esprit sur la mort intérieure. Les 3 coups. Dans le temple, chaque maçon frappe à la porte avec 3 coups. Les mêmes sont frappés dans le rituel. Ils symbolisent le corps, l'âme et l'esprit. Ou encore, le passé, le présent et le futur. Chaque coup est une ouverture. Un appel à l'unité intérieure. Le triangle. Le triangle est partout. Il évoque la Trinité universelle. Corps, âme, esprit. Pensée, parole, action. Naissance, vie, mort. C'est aussi le symbole de la perfection, de l'équilibre. Parfois, un œil s'y inscrit. L'œil qui voit tout. Non pas un regard extérieur, mais ta propre conscience. Celle qui t'observe, silencieusement, à chaque instant. Le sablier. Il apparaît parfois dans les décors. Il dit doucement. Le temps passe. Chaque grain est une pensée, un choix, un silence. Chaque moment peut être sacré. Si tu l'écoutes. Le mot de passe. Chaque degré maçonnique a un mot sacré, un mot de passe. Non pour exclure, mais pour marquer une étape, une prise de conscience. Ce mot n'est jamais donné. Il est reçu. Et il agit comme une clé intérieure. Tous les symboles sont vivants. Dans la franc-maçonnerie, les symboles ne sont pas des décorations. Ils sont des compagnons. Ils parlent quand tu es prêt à écouter. Ils changent de sens à chaque lecture. Ils t'habitent, silencieusement. Le maçon n'interprète pas le symbole. Il le vit. À suivre. Nous voici arrivés à la fin de cette 10e étape. Tu connais maintenant les grands symboles maçonniques. Tu les as peut-être ressentis vibrer doucement en toi. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un sujet délicat, mais important. Les femmes en franc-maçonnerie. Quelle est leur place? Leur rôle? Leur histoire? La franc-maçonnerie a-t-elle su évoluer? Depuis des siècles, la franc-maçonnerie s'est bâtie sur des rites anciens, des traditions de compagnonnage, des symboles universels. Mais ces traditions sont aussi issues d'un monde où les femmes étaient tenues à l'écart. Et pourtant, depuis le XVIIIe siècle, et plus encore au fil du XXe, les femmes ont frappé à la porte du temple. Doucement, patiemment, parfois repoussées, parfois accueillies. Aujourd'hui, elles sont une présence vivante, active, fraternelle, dans de nombreuses loges à travers le monde. Voyons ensemble cette histoire longue, entre exclusion, résistance et lumière retrouvée. Les origines, un monde d'hommes. La franc-maçonnerie moderne est née au début du XVIIIe siècle. Dans un monde entièrement masculin sur le plan public, social, politique. Les premières loges réunissaient des hommes instruits, souvent issus des métiers de la pierre ou des élites éclairées. Les femmes, à cette époque, n'avaient que peu de droits. Pas d'accès aux études, pas de citoyenneté, et encore moins de participation aux sociétés philosophiques. Le monde était ainsi. Et la franc-maçonnerie n'a pas échappé à cette réalité. L'exclusion formelle. Dans la plupart des constitutions maçonniques anciennes, on lisait « L'initiation est réservée aux hommes libres et de bonnes mœurs ». Cette formulation, devenue canonique, a longtemps justifié l'exclusion des femmes. Non par haine, mais par tradition, parfois par conformisme, parfois par peur de troubler l'équilibre symbolique. Mais certaines femmes, déjà, ne s'y sont pas résignées. L'histoire oubliée de Maria de Resmes. En 1882, en France, une femme courageuse et brillante entre dans l'histoire maçonnique. Son nom, Maria de Resmes. Elle est journaliste, militante pour les droits des femmes, républicaine. Et elle devient, avec l'aide d'un frère éclairé nommé Georges Martin, la première femme initiée dans une loge masculine régulière. Scandale. Fracture. Bouleversement. Mais elle n'abandonne pas. La naissance de la mixité, le droit humain. En 1893, Maria de Resmes et Georges Martin fondent une nouvelle obédience. Le droit humain. C'est la première obédience maçonnique mixte au monde. Ouverte aux femmes et aux hommes, sur un pied d'égalité. Le droit humain s'étend rapidement dans le monde. Offrant aux femmes un chemin initiatique complet, dans tous les degrés. C'est une révolution silencieuse, mais déterminante. La Grande Loge féminine de France. Un peu plus tard, au XXe siècle, d'autres femmes souhaitent un espace à elles. En 1945, naît la Grande Loge féminine de France, GLFF. Une obédience entièrement féminine, laïque, initiatique, fraternelle. Elle devient un pilier du paysage maçonnique français. Elle fonde des loges dans de nombreuses villes.
et participe activement aux réflexions spirituelles, sociales, philosophiques. Aujourd'hui, la GLFF est une force de sagesse respectée et puissante. Un paysage multiple. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, il existe des loges masculines traditionnelles, des loges entièrement féminines, des loges mixtes, et même des loges symboliquement neutres. Chaque courant suit sa propre tradition, son propre rythme. Mais l'essentiel est là. Les femmes ont conquis leur place. Le travail initiatique au féminin. Les femmes maçonnes ne copient pas les hommes. Elles apportent leur propre sensibilité, leur regard sur les symboles, leur lien au corps, à la nature, à l'intuition. Certaines loges féminines explorent la féminité sacrée, les archétypes féminins dans les mythes, la cyclicité, la douleur, la transmission. D'autres abordent des sujets universels, dans une égalité totale. La question de la reconnaissance. Certains courants dits réguliers, comme ceux liés à la Grande Loge Unie d'Angleterre, ne reconnaissent que les loges masculines traditionnelles. Ils considèrent les loges mixtes ou féminines comme irrégulières, parce qu'elles ne respectent pas les anciennes constitutions. Mais cette notion de régularité est institutionnelle, non spirituelle. Car sur le terrain, le respect mutuel progresse. Les obédiences se parlent, s'écoutent, coopèrent. Une lumière nouvelle. Aujourd'hui, dans le monde, des milliers de femmes sont initiées. Des grandes figures féminines dirigent des loges. Des planches profondes sont écrites, lues, partagées par des sœurs engagées. Ce mouvement ne s'arrêtera plus. Parce qu'il est juste. Parce qu'il est fraternel. Parce qu'il est naturel. La vraie fraternité. Dans le silence du temple. Le tablier efface les différences. Homme ou femme. Jeune ou ancien. Croyant ou agnostique. Ce qui compte, c'est le travail intérieur. C'est la recherche sincère de la lumière. Et dans cette quête, les femmes sont des sœurs. À part entière. À pleine voix. À pleine lumière. À suivre. Tu as maintenant découvert le rôle des femmes dans la franc-maçonnerie. Leur combat, leur présence, leur lumière. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un aspect très particulier et souvent méconnu. Les influences ésotériques et spirituelles de la franc-maçonnerie. Kabbale, alchimie, hermétisme, Égypte ancienne. D'où viennent tous ces symboles mystérieux? Et que cherchent vraiment ceux qui suivent cette voie? Tu as vu les outils. Tu as entendu les mots. Tu as ressenti la cérémonie, le silence, le symbole. Mais derrière ces gestes, derrière ces objets, il y a un souffle ancien. Une connaissance secrète, transmise non dans les livres, mais dans le silence et l'intuition. C'est cela, l'ésotérisme maçonnique. Un fil invisible qui relie la franc-maçonnerie à des traditions très anciennes. Venues d'Orient, d'Occident, d'Égypte, de Grèce, de la Kabbale, de l'alchimie, de l'hermétisme. Ce n'est pas un savoir figé. C'est une vibration. Une manière d'habiter les symboles. Approchons ensemble, lentement, ces influences profondes. Qu'est-ce que l'ésotérisme? Avant tout, il faut comprendre ce mot, ésotérisme. Il ne signifie pas magie, ni sorcellerie, ni mystère pour mystère. Ésotérique vient du grec ésotro, ce qui est intérieur. C'est un chemin vers soi-même. Une voie qui explore l'invisible. Le non-dit. Le ressenti profond. L'ésotérisme n'est pas une croyance, mais une lecture symbolique du monde. Les bases initiatiques. La franc-maçonnerie repose sur une structure initiatique. Et l'initiation est un héritage antique, transmis de siècle en siècle. Mystère d'Éleusis en Grèce. Rites égyptiens autour d'Isis et Osiris. Traditions orphiques, pythagoriciennes, gnostiques. Tous ces chemins enseignaient. Le monde visible est un voile. L'homme est appelé à se transformer. L'âme peut s'élever par le travail intérieur, la connaissance vivante, la mort symbolique. La Kabbale. Beaucoup de degrés maçonniques, surtout dans les hauts grades, font référence à la Kabbale juive, une tradition mystique très ancienne. Dans la Kabbale, le monde est structuré par des lettres sacrées, des nombres vivants, l'arbre de vie, une carte de l'âme humaine et du divin. Chaque séphira, chaque sentier, chaque nom sacré devient un miroir intérieur. Le franc-maçon kabbaliste ne cherche pas à savoir. Il cherche à éveiller. L'alchimie spirituelle. Autre pilier de l'ésotérisme maçonnique, l'alchimie. Non pas celle des métaux, mais l'alchimie de l'âme. Transmuter le plomb en or. C'est transformer la peur en paix. La colère en compassion. L'ego en service.
Dans de nombreux rituels maçonniques, on retrouve cette transformation lente, en 3 étapes. Œuvre au noir, la nuit, le doute, la mort symbolique. Œuvre au blanc, la purification, le dépouillement. Œuvre au rouge, l'union des contraires, la renaissance. L'influence de l'Égypte antique. L'Égypte, avec ses temples, ses rites, ses mythes, inspire profondément certains courants maçonniques, notamment dans le rite de Memphis-Misraïm. On y retrouve le mythe d'Osiris démembré, puis rassemblé par Isis, un symbole fort de résurrection intérieure. Les initiations dans les temples de Luxor, à l'ombre des colonnes. La connaissance des cycles, des étoiles, du silence sacré. L'Égypte n'est pas imitée, elle est méditée. L'hermétisme, Hermès Trismégiste, figure mythique, est un lien entre la philosophie grecque, la magie égyptienne et la pensée chrétienne mystique. Son enseignement repose sur une maxime célèbre. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le temple maçonnique devient alors un reflet de l'univers. Chaque outil, chaque geste, chaque lumière devient cosmique. La tradition du secret. L'ésotérisme maçonnique n'est jamais explicite. Il n'impose rien. Il suggère. Il invite à chercher. Le secret, ici, n'est pas un interdit. C'est un respect du chemin intérieur de chacun. Ce que tu découvres en toi n'a pas besoin d'être dit. Il suffit qu'il rayonne. Une voie vers l'unité. L'ésotérisme maçonnique ne vise pas à accumuler des savoirs mystérieux. Il vise à unifier l'être. Corps, âme, esprit. Terre, ciel, feu. Masculin, féminin, neutre. Tout devient symbole de l'unité retrouvée. Le maçon ne cherche pas à savoir plus, mais à être mieux. Le silence comme chemin. Dans les loges ésotériques, le silence est encore plus sacré. On écoute les symboles. On ressent les couleurs. On médite les formes. Tout devient langage. Mais un langage sans mots. Ésotérisme et franc-maçonnerie moderne. Aujourd'hui encore, l'ésotérisme est vivant dans la franc-maçonnerie. Certains rituels en sont profondément imprégnés. Certains frères et sœurs en font un axe central de leur chemin. D'autres préfèrent un symbolisme plus moral ou humaniste. Et c'est cela, la beauté du temple. Chacun y lit ce qu'il est prêt à voir. À suivre. Tu as maintenant vu l'âme invisible du temple. Ses racines profondes. Ses influences mystiques. Ses symboles vivants. Dans la prochaine partie, nous aborderons un sujet pratique mais profond. Comment devient-on franc-maçon? Quelles sont les étapes? Le sens? Le secret? Que se passe-t-il le jour de l'initiation? On n'entre pas en franc-maçonnerie comme on entre dans un club. Ce n'est pas une inscription, ni une adhésion simple. C'est un chemin. Un appel intérieur. Et surtout, un passage symbolique. On n'entre pas en franc-maçonnerie par hasard. On y entre par désir de lumière, souvent sans savoir ce que l'on cherche. C'est un peu comme frapper à une porte intérieure. Et attendre qu'elle s'ouvre, dans le silence. Voyons, lentement, pas à pas, ce qu'est ce chemin. Le pressentiment. Tout commence bien avant la demande. Un jour, une question germe. Un questionnement profond, intime. Qui suis-je vraiment? Quel est le sens de ma vie? Existe-t-il une voix qui élève, en silence? Certains entendent parler de la franc-maçonnerie dans un livre, un film, une rencontre. Quelque chose résonne. Ce n'est pas une curiosité. C'est un appel discret. La démarche. La personne qui souhaite entrer en franc-maçonnerie ne peut pas être invitée. Elle doit faire la démarche elle-même. Écrire une lettre de motivation, souvent appelée lettre de candidature. Expliquer pourquoi elle souhaite entrer. Dire ce qu'elle cherche. Se présenter en vérité. Cette lettre n'est pas jugée. Elle est lue avec attention, avec bienveillance. Les enquêtes. Ensuite, viennent les enquêtes. 3 frères ou sœurs, que l'on appelle enquêteurs, vont rencontrer la personne. Chacun séparément. Ils ne cherchent pas à piéger. Ils veulent simplement connaître l'aspirant, l'écouter, lui parler. Comment vit-il? Quelle est sa conception de la liberté? Est-il sincère dans sa démarche? Accepte-t-il les autres, même s'il pense autrement? Les réponses parfaites n'existent pas. Seule compte la vérité du cœur. Le passage en loge, le bandeau. Après ces entretiens, si la vie est favorable, l'aspirant est invité à une soirée très particulière. On l'appelle le passage sous le bandeau. La personne est conduite dans la loge, les yeux bandés. Elle ne voit rien. Elle entend. Elle ressent. Les membres de la loge lui posent des questions simples, mais profondes.
toujours avec respect. Que penses-tu du bien et du mal? Que représente pour toi la liberté? Que crains-tu? Que cherches-tu? Il ne s'agit pas de tester, mais d'ouvrir une porte intérieure. Ce moment est souvent très marquant. Le vote. Après ce passage, les membres de la loge votent à bulletin secret. Ce vote n'est pas un jugement. C'est un acte de responsabilité collective. La loge demande: sommes-nous prêts à accompagner cette personne sur le chemin? Si le vote est positif, alors vient l'étape sacrée. L'initiation. Le jour de l'initiation. C'est une soirée très spéciale. La personne arrive seule, souvent émue, silencieuse. Elle ne sait presque rien. Et c'est normal. Car le cœur doit être nu. On l'isole. Elle dépose ses objets personnels. Montre, téléphone, bijoux, argent. Elle se dépouille symboliquement de tout ce qui la lie au monde profane. Elle revêt une tunique simple, souvent blanche. Puis on lui bande les yeux. Et le voyage commence. Le parcours initiatique. Ce parcours est symbolique. Il suit une mise en scène sacrée, transmise depuis des siècles. La traversée des 4 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu. L'épreuve du silence. L'écoute des paroles anciennes. Le questionnement. Tout est lent. Tout est profond. Tout est fait pour éveiller l'âme. La personne ne voit rien. Mais elle entend. Elle ressent. Et dans ce non-savoir, quelque chose s'ouvre. La réception de la lumière. Après ce long chemin intérieur, vient le moment le plus marquant. Le bandeau est levé. La lumière apparaît. Les visages. Le temple. Le silence. La personne voit, pour la première fois, ce nouveau monde. Et elle comprend, sans mots, que quelque chose vient de naître en elle. On lui donne son tablier d'apprenti. Elle devient franc-maçon ou franc-maçonne. Non pas comme un titre, mais comme un engagement discret, pour toute une vie. Et après, l'initiation n'est pas une fin. C'est un commencement. Elle ouvre un chemin long, parfois exigeant, mais toujours lumineux. Chaque mois, parfois chaque semaine, la loge se réunit. Le nouveau frère ou la nouvelle sœur apprend à écouter, méditer, travailler en silence, reconnaître les symboles, et surtout, grandir intérieurement. Une renaissance. Beaucoup disent: mon initiation fut une seconde naissance. Pas parce qu'ils sont devenus différents, mais parce qu'ils ont commencé à se rencontrer eux-mêmes. À suivre. Tu as vu aujourd'hui le chemin intime qui mène à l'initiation. Tu sais maintenant que l'entrée en franc-maçonnerie n'est pas une porte de pouvoir, mais une porte d'humilité. Dans la prochaine partie, nous explorerons le cœur vivant de chaque loge. Les rituels maçonniques. Pourquoi sont-ils importants? Que symbolisent-ils? Et comment touchent-ils l'âme au fil du temps? Le mot « rituel » évoque souvent des images confuses. On pense à des gestes figés, à des formules apprises par cœur, à un théâtre ancien. Mais ici, dans la franc-maçonnerie, le rituel est tout l'inverse. C'est un langage invisible. C'est un art du silence. C'est une respiration de l'âme. Pourquoi un rituel? L'être humain vit dans le mouvement, le changement, le bruit, la vitesse. Le rituel, lui, est un îlot de permanence, une structure stable, une forme sacrée qui permet à l'esprit de se recueillir. En franc-maçonnerie, le rituel n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on habite. Un texte vivant. Chaque loge travaille avec un rituel écrit, transmis d'une génération à l'autre, parfois très ancien. Ce texte contient des formules traditionnelles, des questions et réponses, des gestes symboliques et des moments de silence. Mais ce texte, aussi précis soit-il, n'est pas rigide. Il vit par ceux qui le récitent. La parole rituelle. Dans la tenue maçonnique, les mots ne sont jamais improvisés. Ils sont choisis, pesés et récités lentement. On ne parle pas pour convaincre. On parle pour éveiller. La parole rituelle est une offrande. Elle ne vient pas de l'ego, mais d'un lieu intérieur profond et calme. Les gestes. Chaque rituel est accompagné de gestes précis. Une main posée sur le cœur. 3 pas symboliques. Une inclinaison. Un signe de reconnaissance. Ces gestes ne sont pas décoratifs. Ils sont des clés énergétiques. Ils permettent au corps, à l'âme, à l'esprit, de se mettre à l'unisson. Le temple comme scène sacrée. Le temple est organisé avec soin, selon des règles très anciennes. L'Orient, là où siège la sagesse. L'Occident, porte de l'entrée. Le Midi, la lumière en action.
Le pavé mosaïque, centre des énergies. Chaque position, chaque place, chaque mouvement répond à un ordre cosmique. Le rituel met en mouvement l'univers dans un espace clos. La répétition, clé de transformation. On pourrait croire qu'à force de répéter les mêmes gestes, les mêmes paroles, le rituel perd sa force. Mais c'est l'inverse. À chaque tenue, le rituel creuse plus profondément. Il polit l'âme, comme on polit une pierre. Il ouvre une brèche dans l'ordinaire. Ce n'est pas nous qui changeons le rituel. C'est le rituel qui nous change. Les fonctions rituelles. Dans le temple, chacun tient une fonction. Le vénérable maître guide les travaux. Le premier surveillant veille au midi. Le second surveillant, à l'occident. L'orateur, le secrétaire, l'hospitalier. Et chaque frère ou sœur à sa place. Ce n'est pas une hiérarchie d'ego, mais une orchestration sacrée. Le rythme du rituel. Le rituel suit un rythme naturel. Ouverture des travaux, allumer la lumière intérieure. Travail symbolique, planche, réflexion, silence. Clôture des travaux, retour au monde extérieur. Tout cela se fait lentement, sans hâte, avec présence. Le silence, entre les mots, dans les gestes, au cœur même du rituel. Il y a le silence. Ce silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de présence. Plein de résonance. Plein de mystère. Le silence est le vrai maître du temple. Un miroir intérieur. Chaque rituel agit comme un miroir. Il te montre tes blocages. Il te révèle tes forces cachées. Il te confronte à tes contradictions. Il t'invite à te dépasser. En douceur. En silence. En profondeur. Colombe, le rituel, lien avec l'invisible. Pour certains, le rituel est aussi un pont. Un pont entre le monde visible et l'invisible. Le corps et l'âme. L'homme et le sacré. Sans dogme, sans religion imposée. Le rituel dévoque l'esprit. Sans jamais le nommer. Une lente métamorphose. Celui qui pratique le rituel, mois après mois, année après année, devient plus attentif, plus humble, plus centré, plus profond. Ce n'est pas une magie soudaine. C'est une lente métamorphose. À suivre. Tu sais maintenant ce qu'est un rituel maçonnique. Un art sacré. Un langage du silence. Un chemin de transfiguration. Dans la prochaine partie, nous quitterons le temple pour un moment. Et nous irons voir comment les francs-maçons agissent dans le monde profane. Charité? Engagement? Transmission? Que font-ils en dehors des loges? Comment vivent-ils leur idéal dans la vie réelle? Le rituel s'achève. Les cierges s'éteignent. La porte du temple se referme lentement. Et le franc-maçon retourne dans le monde. Dans la vie réelle. Avec ses contraintes, ses bruits, ses douleurs parfois. Mais aussi avec sa beauté simple, son humanité vivante. Alors, que devient la lumière intérieure une fois sortie du temple? Continuer l'œuvre en silence. La première mission du franc-maçon hors du temple est simple. Et pourtant immense. Continuer le travail intérieur. Cela signifie observer ses pensées, éviter les jugements hâtifs, parler avec mesure, agir avec justesse. Le franc-maçon ne cherche pas à changer les autres. Il travaille à se changer lui-même. Et, par effet miroir, il influence le monde en silence. Être un ouvrier du quotidien. Dans son métier, dans sa famille, dans la société. Le franc-maçon est un ouvrier. Pas un donneur de leçons. Pas un maître au sens orgueilleux du terme. Mais quelqu'un qui s'efforce d'agir avec conscience. Cela peut être très simple. Être présent pour un collègue. Encourager discrètement. Élever les débats plutôt que de les diviser. C'est une maçonnerie invisible. Faite de petits gestes pleins de lumière. La solidarité discrète. Dans de nombreuses loges, l'un des principes fondamentaux est celui de l'entraide. Mais jamais ostentatoire. Jamais pour briller. Les loges soutiennent souvent des œuvres caritatives, des orphelinats, des associations humanitaires, des actions locales, culturelles, éducatives. Mais cela se fait dans le silence. Sans pancarte. Sans publicité. Car ce qui compte, c'est l'élan intérieur, pas la reconnaissance. La parole dans la cité. Le franc-maçon peut aussi s'engager dans le débat public. Mais toujours avec écoute et mesure. Il défend la liberté de conscience. Il protège la dignité humaine. Il refuse la haine et l'exclusion. Pas pour imposer une pensée, mais pour rappeler l'essentiel. Dans certaines périodes troublées,
Des maçons ont risqué leur vie pour protéger les autres. Certains ont caché des enfants. D'autres ont défendu la République. Beaucoup l'ont fait en silence. Une boussole morale. Le travail en loge ne s'arrête pas à la porte du temple. Il devient une boussole. Dans les dilemmes du quotidien, le franc-maçon se demande: est-ce juste? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Ce sont des questions simples, mais qui transforment une vie. Être cohérent. L'idéal maçonnique est exigeant. Il invite à l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Bien sûr, personne n'est parfait. Et le franc-maçon ne se croit jamais supérieur. Mais il marche, pas à pas, sur le chemin de la cohérence. Apprendre à écouter. L'un des grands enseignements de la loge, c'est l'écoute. Dans le monde profane, le franc-maçon cultive cette attitude rare. Écouter sans interrompre. Entendre sans juger. Accueillir sans imposer. Car dans chaque voix, il y a un fragment de vérité. Transmettre sans imposer. Le franc-maçon n'endoctrine pas. Il ne recrute pas. Il ne prêche pas. Mais il peut rayonner. Par sa manière d'être. Par sa paix intérieure. Par sa façon d'aimer la vie, même dans ses tempêtes. Et ceux qui croisent sa route ressentent parfois cette lumière discrète. Et posent une question. Un mot. Un silence. Alors, il répond. Sans imposer. Avec douceur. L'exemplarité tranquille. Beaucoup de maçons âgés sont des sages silencieux. Ils ne parlent pas d'eux. Ils ne montrent rien. Mais leur présence calme transforme les lieux. Ils savent que le vrai changement ne vient pas des discours, mais de la constance d'un cœur éveillé. Un phare dans la nuit. Dans un monde agité, bruyant, instable. Le franc-maçon essaie d'être un point d'équilibre. Pas un héros. Pas un guide. Juste une lumière. Discrète. Stable. Silencieuse. À suivre. Tu sais maintenant que la franc-maçonnerie ne se vit pas seulement dans les loges. Elle se vit au jour le jour, dans les actes simples, dans les regards sincères, dans les choix invisibles. Dans la prochaine partie, nous explorerons les hauts grades maçonniques. Ces degrés supérieurs qui poursuivent le voyage au-delà de l'apprenti, du compagnon, du maître. Qui trouve-t-on? À quoi servent-ils vraiment? Et pourquoi certains les poursuivent, tandis que d'autres s'en contentent? Tu te souviens peut-être. Le parcours maçonnique commence par 3 degrés. Apprenti, celui qui écoute, qui découvre, qui observe. Compagnon, celui qui se met en mouvement, qui trace sa voie. Maître, celui qui a connu la mort symbolique et qui renaît à lui-même. Mais pour certains, ce n'est que le début. Ils pressentent qu'il y a plus loin encore. Des portes à ouvrir. Des sens cachés à explorer. Alors s'ouvre devant eux la voie des hauts grades. Une suite, mais pas une hiérarchie. Contrairement à ce que l'on croit parfois. Les hauts grades ne forment pas une élite. Ils ne donnent ni pouvoir, ni autorité. Ils offrent des clés symboliques, des récits, des légendes, des énigmes. Ce n'est pas une ascension verticale. C'est un approfondissement intérieur. Plusieurs rites, plusieurs structures. Selon le rite maçonnique pratiqué, les hauts grades sont organisés différemment. Voici quelques exemples. Rite écossais ancien et accepté, REAA. 33 degrés au total, dont les 4 à 33e sont considérés comme hauts grades. Rite français. Une progression symbolique répartie en ordres. Rite de York, rite écossais rectifié, rite de Memphis-Misraïm. Chacun a ses propres structures, mythes et enseignements. Mais l'objectif est le même. Approfondir le sens du chemin maçonnique. Des degrés, des récits. Chaque haut grade raconte une histoire. Parfois inspirée de la Bible, parfois de l'histoire ancienne, parfois de mythes universels. On y retrouve des chevaliers, des bâtisseurs, des prêtres rois, des voyageurs du désert, des chercheurs de vérité. Mais ces récits ne sont pas à lire littéralement. Ils sont des miroirs intérieurs, des invitations à méditer, à douter, à renaître, des symboles plus subtils. Plus on avance dans les hauts grades, plus les symboles deviennent profonds et ambigus. On quitte la géométrie simple. On entre dans des paradoxes, des tensions, des contradictions apparentes. Le travail devient plus personnel, plus silencieux. Parfois, il n'y a plus de réponse claire. Juste une présence. Un appel à la contemplation. Le mythe d'Hiram prolongé. Dans le 3e degré, maître, le franc-maçon vit la légende d'Hiram. L'architecte du temple de Salomon, assassiné pour avoir refusé de livrer son secret. Dans les hauts grades,
cette légende se prolonge. On cherche les meurtriers. On cherche le mot perdu. On traverse le désert. On découvre d'autres temples, d'autres symboles. Mais surtout, on découvre que le vrai secret n'était ni dans les mots, ni dans les pierres. Il était en soi. Une voie chevaleresque. Certains hauts grades revêtent une dimension chevaleresque. On y parle de chevalier de l'aigle, chevalier du temple, souverain prince, chevalier Rose-Croix. Ces titres ne sont pas des décorations. Ils rappellent l'idéal du chevalier spirituel. Celui qui combat non contre l'autre, mais contre ses propres ténèbres. Pourquoi poursuivre cette voie? Certains frères ou sœurs s'arrêtent au grade de maître. Et c'est très bien. D'autres choisissent d'aller plus loin. Non par curiosité, mais parce qu'ils ressentent le besoin d'explorer des couches plus profondes de leur être. Les hauts grades permettent de relier les traditions anciennes, explorer d'autres aspects du symbolisme, approfondir le sens du sacré, traverser des récits initiatiques plus complexes, un travail encore plus intérieur. Dans les hauts grades, on parle moins, on écoute davantage. Les rituels sont plus rares, mais aussi plus intenses. Il n'y a souvent plus de public, plus de rôles visibles. Juste l'être face à lui-même. Pas plus élevé, juste différent. Un 18e degré n'est pas au-dessus d'un maître. Un 30e degré n'est pas meilleur qu'un apprenti. Chaque degré est un miroir. Un chemin parallèle. L'essentiel, ce n'est pas jusqu'où l'on monte, mais jusqu'où l'on descend en soi. Une spirale, pas une ligne. La progression initiatique n'est pas linéaire. Elle est en spirale. À chaque nouveau degré, on revient aux anciens symboles. Mais avec un autre regard. On relit. On redécouvre. On revoit la lumière. Autrement. À suivre. Tu sais maintenant ce que sont les hauts grades. Des degrés de profondeur. Des récits symboliques. Des appels à la transformation. Mais au-delà de ces structures, il reste une question essentielle. Quel est le but final du chemin maçonnique? Est-ce l'élévation? La sagesse? L'illumination? Le chemin maçonnique, comme toute quête profonde, n'a pas de fin précise. Il n'a pas de sommet visible. Il n'a pas de prix à décrocher. Il est une invitation à être pleinement soi, à marcher en paix avec soi-même et avec le monde. L'accomplissement. L'accomplissement maçonnique n'est pas une destination extérieure. Il n'est pas une reconnaissance publique. Il est un état intérieur. C'est la capacité à habiter le silence, écouter sans juger, aimer sans condition, être humble dans la lumière. Le silence intérieur. Le franc-maçon accompli est celui qui connaît le silence intérieur. Un silence riche, plein, profond. Ce silence n'est pas vide. Il est la source de toute sagesse. La source d'une paix inébranlable, au cœur des tempêtes. Une vie de simplicité. Ce chemin invite à la simplicité, à la modestie, à la gratitude. Il n'y a pas de fanfare, pas d'ostentation. Juste une lumière discrète. Un feu doux, qui éclaire les pas chaque jour. Un recommencement. Chaque jour est une nouvelle initiation. Chaque matin, une renaissance. Le chemin n'est jamais achevé. Il est un éternel recommencement. Ainsi se referme ce récit. Mais la route continue. Si tu as marché avec moi dans ces pages, je t'invite à garder cette flamme. Celle de la quête. Celle de la lumière intérieure. Et dans le silence qui suit. Écoute. Écoute le souffle ancien. Celui qui murmure. Sois la lumière que tu cherches. Merci d'avoir partagé ce voyage lent, profond, à la découverte des secrets des francs-maçons. Non pas pour dévoiler un mystère, mais pour t'inviter à un chemin intérieur.